Il n'y a pas eu d'avancée notable aujourd'hui dans le procès du putsch manqué. L'audience qui avait été suspendue le 22 mars a repris ce 26 mars, mais elle a été une fois de plus suspendue pour reprendre demain. Vous saurez pourquoi dans ce journal. L'octroi des fonds communs ne respecterait-il pas les règles en vigueur? Oui, répond l'hebdomadaire L'économiste du Faso. Une illégalité qui dure depuis 2015. Les détails dans ce 19h30. Et puis, Bobo Dioulasso réveillé par une explosion mortelle à la direction régionale des douanes. Explosion survenue aux environs de 5h30 du matin. 2 personnes ont été tuées. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le marathon judiciaire continue. Après avoir été suspendu le 22 mars dernier, le procès du putsch manqué a repris ce lundi 26 mars dans une atmosphère marquée notamment par les récusations et les exceptions formulées par les avocats de la défense. Le mano à mano entre la partie civile, la défense et le tribunal se poursuit donc. L'audience a été suspendue une fois de plus. Elle reprendra demain 27 mars 2018 où il sera question de l'examen de la liste des témoins. Le point de tout cela avec Luc Pabelgem et Roméo Koïta. Le procès prendra le temps qu'il faudra, mais pas question de continuer tant que l'audience réouverte depuis ce 21 mars sera entachée d'irrégularités. C'est la position des avocats de la défense le 26 mars. C'est aussi sur fond de récusation à l'endroit du juge Seydou Ouedraogo et de son conseiller Emmanuel Koné, les exceptions soulevées par les SCPA Sommet associés Ouattara, Sori et Salambéré, que le président de la Chambre de première instance a suspendu l'audience de ce lundi pour reprendre le lendemain. Le tribunal s'est déclaré incompétent sur les exceptions de ces 2 cabinets, notamment sur la nullité de procédure concernant les articles du Code de justice militaire et ceux du Code de procédure pénale. Les exceptions du conseil d'avocats Ouattara, Sori et Salambéré concernent la nullité de la citation à comparaître de ses clients Paul Sawadgo et Lassina Ouedraogo. Si la demande est jugée recevable, le tribunal se déclare toutefois incompétent pour connaître de la question. Le tribunal a dit que les moyens que nous avons soulevés ne relèvent pas de sa compétence, que ça relève de la compétence de la Cour de cassation, parce qu'effectivement la loi prévoit que quand il y a des irrégularités comme ça, en fait ces irrégularités doivent être jointes au jugement qui va être rendu sur le fond. Le tout donc sera connu par la Cour de cassation. Donc c'est la position du tribunal. Donc c'est pour cette raison que le tribunal donc a dit que les arguments relevés ne relèvent pas de lui sa compétence, qu'on aurait pu soulever donc ces arguments-là devant la Cour de cassation. Mais heureusement pour nous, nous avons déjà déposé des pourvois contre effectivement cet arrêt-là. Donc nous pensons que la Cour de cassation va effectivement statuer dès que ces jugements sur le fond sera rendu également. La reprise le mardi sera consacrée à l'examen et aux discussions sur la liste des témoins. Depuis la réouverture du procès, tous les débats sont focalisés sur les irrégularités que veut voir purger la défense avant les débats de fond. Si la partie civile reconnaît qu'il y a entorse à la procédure, elle relève qu'elles ne sont pas du genre à interrompre la procédure. Il y a quelques manquements, mais la conséquence n'est pas celle-là que la défense veut en tirer. Quand on veut paralyser un procès, parce que soi-disant, par exemple, une partie aurait reçu une citation qui ne serait pas en bonne et due forme, alors que la loi dit clairement que c'est l'arrêt de renvoi qui saisit la juridiction et non la citation. Nous disons, vous ne pouvez pas paralyser la procédure en évoquant des vices de la citation et non l'arrêt de renvoi. Quand on dit, l'arrêt de renvoi comporte des causes de nullité, nous disons, oui, c'est possible. Sauf qu'il y a des recours qui ont déjà été introduits contre ces nullités devant la Cour de cassation. Vous ne pouvez plus revenir devant un juge qui est saisi pour juger, alors même que la loi dit que seule la Cour de cassation peut connaître de ces vices supposés contenus dans l'arrêt de renvoi et dire, nous entendons paralyser la procédure pour ce fait-là. Donc, c'est sur ce plan-là que nous divergeons avec les appréciations faites par la défense. La Cour d'appel et la Cour de cassation sont saisies pour fin de récusation du président de la juridiction siégeant à ce procès et 2 autres juges. En attendant que ces juges soient notifiés par les juridictions saisies, l'audience se poursuit. Voilà, le Burkina Faso se conforme de plus en plus aux normes internationales en matière de droits de l'homme. Les 9 commissaires membres de la Commission nationale des droits humains, nommés en Conseil des ministres en janvier dernier, ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce 26 mars. Leur mission, veiller à la protection des droits de l'homme au Burkina. Samira Samandoulgou, Roméo Koïta.
Les membres de la Commission nationale des droits humains sont désormais investis des pleins pouvoirs pour mener à bien leur mission. Nommés le 4 janvier dernier au Conseil des ministres, ils sont officiellement installés dans leurs fonctions ce 26 mars. 9 au total, ces commissaires des droits humains ont le triple rôle d'interpellation, de veille et de protection des droits humains au Burkina Faso. Elle aura un rôle de veille parce qu'elle sera chargée de suivre la situation des droits humains, d'interpeller le gouvernement, de faire des rapports pour faire des propositions sur ce qu'il faut faire afin de permettre à la situation des droits humains d'être la meilleure possible au niveau du Burkina Faso. Ils sont issus entre autres des ONG œuvrant dans le domaine des droits humains, des associations des personnes en situation de handicap, de l'ordre des avocats, des enseignants-chercheurs en droit et en sociologie et des organisations des médias. Ils mesurent déjà l'ampleur de leurs tâches. Les attentes et les enjeux sont très énormes. La situation n'est pas catastrophique, mais n'est pas non plus réduisante. Et donc, il est évident que cette commission-là aura manifestement des actions à mener pour véritablement impacter notre environnement en matière de respect des droits humains. En tant que journaliste, moi-même, je sais que depuis longtemps, il y a la question de l'accès aux sources. C'est un problème. L'accès à l'information, parce que l'accès à l'information, c'est un droit. Donc, depuis là, on sent qu'il y a un déficit à ce niveau. Et il y a des textes qui ont été adoptés qui jusque-là n'ont pas encore connu de début d'application. Je pense que je ferai le lobby auprès de des autres commissaires, des autres collègues commissaires, afin que la question de l'accès à l'information soit en fait une réalité au niveau de notre pays. Avec cette installation, le Burkina Faso se conforme ainsi au principe de Paris sur la situation des droits humains, qui veut que chaque pays ait une commission qui soit autonome avec des membres permanents. Le ministre en charge des droits humains exhorte ses nouveaux commissaires à plus d'ardeur au travail afin d'améliorer la situation des droits humains au pays des hommes intègres. D'autant que le dernier rapport de Amnesty International dresse un tableau peu reluisant de la situation des droits de l'homme au Burkina Faso, même si le pays a réalisé quelques avancées en la matière. Parlons politique à présent. Le gouvernement pris encore une fois en grippe par l'opposition. C'est la sous-section Kadiogo de l'arrondissement 6 de l'UPC qui pointe du doigt ce qu'elle qualifie d'immobilisme du gouvernement face à l'insécurité grandissante et à la baisse du pouvoir d'achat. C'était au cours de la rentrée politique de cette sous-section de l'UPC hier, 25 mars. Le compte rendu de Rémi Lambert-Lévier. Cohésion et unité d'action, c'est sous ces signes que la sous-section UPC Kadiogo de l'arrondissement 6 place sa vie politique en 2018. Des valeurs de militantisme que l'Union pour le progrès et le changement de cet arrondissement compte se servir pour lancer l'offensive du vrai changement prôné par le parti au niveau national. Donc c'est une manière de se serrer les rangs, de se solidariser et puis de travailler, de poser des gages pour travailler pour un rayonnement de l'UPC dans l'arrondissement et par-dessus dans tout le Kadiogo. On est désolé, mais il faut le dire, lorsqu'on regarde sur la scène politique nationale, il y a l'insécurité, il y a le pouvoir d'achat qui diminue, il y a la mésentente, le découragement des gens se font sentir. Et les gens ont alors besoin d'un renouveau, les gens ont besoin d'un changement et nous pensons, comme le président Zéphirin Diabré l'avait dit, le vrai changement c'est maintenant et il faut oser y aller. Prenant au volet les propos du maire de l'arrondissement 6, le parrain de cette rentrée politique fustige à son tour l'état actuel de la gouvernance du pays. C'est au moment où l'espoir naissait que nous nous sommes rendus compte que nous avons un gouvernement un gouvernement qui dort sur notre souffle. Au moment où nous avons besoin d'une gouvernance vertueuse, afin de relancer notre économie, que nous apprenons que pour les audiences présidentes du Faso, il faut monnayer. Il est normal qu'on s'interroge, il est normal qu'on dénonce, et il est normal également
que nous puissions nous prendre en charge en réfléchissant sur comment, après 2020, nous allons gérer le pouvoir d'État. Parce qu'en 2020, l'UPC, le grand parti du Lion, sera au pouvoir. Au cours de l'année 2018, la sous-section UPC de l'arrondissement 6 veut s'atteler à la formation politique de ces jeunes et de ces femmes. Quand vous directez la mairie, les gens pensent que au niveau donc des militants, cette confusion est que toutes les actions doivent être en faveur des militants. Alors qu'une fois que vous avez la mairie, et nous avons la mairie de l'arrondissement 6, c'est de devenir le maire de tous les partis politiques, le maire de la population. Donc il faut d'abord une formation politique. Et nous plaçons au cœur de cette rentrée-là la formation de nos militants pour qu'ils puissent faire le distinguo entre donc ce qui se passe au sein de la mairie, parce que nous gérons la mairie, et ce qu'on doit faire comme action envers ces militants. Donc on a besoin d'une formation politique. Il nous faut réfléchir aussi pour voir comment faire pour organiser nos militantes là en association, en vue donc de pouvoir bénéficier du soutien pour pouvoir mener leurs activités. Cette rentrée politique a été l'occasion pour la municipalité de l'arrondissement 6 de Ouagadougou de venir en aide aux personnes souffrant d'un handicap moteur de l'arrondissement par la remise de fauteuils roulants. On reste dans l'arrondissement 6 et cette fois-ci, il est question de foncier, précisément d'opération de lotissement appelée restructuration. Un mécanisme qui devrait bientôt commencer dans la zone non lotie du quartier Outinoma, où justement des responsables du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat se sont rendus pour expliquer le processus aux habitants de la localité. Des habitants qui n'ont visiblement pas compris grand chose. Les précisions d'Abdourazak Traoré. Il y a un bout de temps, nous avons entendu parler partout des lotissements, que la suspension a été levée d'autre part, et que la suspension a été partiellement levée d'autre part. Ils ont parlé de restructuration finalement. Nous ne comprenons pas exactement ce que ça veut dire. Des interrogations qui trouvent réponse dans cette intervention d'une mission du ministère de l'Habitat qui s'est rendue ce dimanche 25 mars dans la zone non lotie du quartier Outinoma dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. La restructuration dans le cadre des lotissements vise à amoindrir les démolitions, explique le chef de la délégation. La restructuration, c'est comme un lotissement, mais qui essaie de tenir compte des habitations sur le terrain, en faisant en sorte que si la voie peut être déviée pour que des constructions soient conservées, on le fera, mais en respectant toujours les normes en matière d'aménagement et en matière de lotissement. Sinon, si on enlève cette préoccupation de préserver au maximum les constructions, le reste c'est le même résultat. On va arriver jusqu'au parcellaire pour que les occupants des zones non loties aient des parcelles pour peut-être commencer maintenant à construire en dur. Le dit processus de restructuration a déjà commencé, foi des responsables du ministère en charge de l'habitat. Mais avant les enquêtes foncières, des consultations sont en cours avec toutes les parties prenantes, y compris les résidents des zones non loties. Et nous les avons rassurés que ce n'est pas un processus qui sera conçu au bureau et déporté sur le bureau et imposé aux occupants. Ce sera un processus participatif où tous les acteurs, les municipalités, les autres ministères concernés et les organisations de la société civile sérieuses seront impliquées pour que le processus depuis l'opération soit consensuel et que les attributions aussi aient la transparence qu'il faut pour répondre aux préoccupations des résidents. Les résidents de la zone non lotie du quartier Outinoma de l'arrondissement 6 de Ouagadougou acclament cette idée d'apporter des éclairages sur ces questions passionnantes, mais attendent de voir les actions avant d'y croire. Bon, satisfait partiellement, oui. Parce que nous voyons que quand je prends l'exemple de la restructuration, ils ont tenté, ils ont essayé de nous montrer exactement ce que ça veut dire. Mais bon, tant que ce n'est pas fait là, tant que ça n'a pas commencé, vraiment c'est difficile à comprendre quoi. C'est le thème auquel nous ne sommes pas habitués. Alors la restriction, ils disent qu'il doit venir faire passer des voies, ils vont contourner des voies, ainsi de suite. Bon, c'est compliqué pour nous autres.
Une séance d'échange à bâton rompu, initiée par le mouvement Burkimbila Zaka, une organisation de la société civile qui se donne pour mission de sensibiliser les populations des zones non loties sur leurs droits au logement. Fini les longues files d'attente devant les caisses des services des impôts. Désormais, les contribuables burkinabés pourront déclarer et payer leurs impôts en ligne, et ce grâce à e-Syntax, la plateforme sécurisée mise en place par la Direction générale des impôts. Elle a été officiellement présentée ce 26 mars. Madina Sino. Désormais, les contribuables burkinabés peuvent déclarer et payer leurs impôts et taxes en ligne grâce à la plateforme e-Syntax. Une plateforme qui devrait permettre à la Direction générale des impôts d'avoir une mainmise sur les taxes de recouvrement. La plateforme télédéclaration, c'est un portail de déclaration des impôts. Donc ça veut dire que les contribuables peuvent adhérer à cette plateforme. Si vous n'êtes pas adhéré, vous ne pouvez pas y arriver. Donc ça, c'est un premier niveau de sécurité d'ailleurs. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas comme ça aller sur la plateforme. Et sur la plateforme, chacun a un espace sécurisé. Donc ça permet vraiment pour l'instant de déclarer l'essentiel des impôts que nous collectons, 15 impôts, c'est presque tous les impôts mensuels. Pour un début, seules les grandes et moyennes entreprises, soit 5000 contribuables, pourront télédéclarer et télépayer leurs impôts dans un espace sécurisé sur Internet. Nous sommes 18 millions de Burkinabés. Donc si on ne modernise pas nos procédures, ça veut dire qu'il faut que chaque agent des impôts ait un portefeuille de contribuables avec lequel il a des relations clients, donc des relations physiques. C'est impossible. Donc en simplifiant les choses, la majeure partie des contribuables vont donc déclarer leurs impôts en ligne, vont être sur le portail. Et puis, nos services vont maintenant se mobiliser, se consacrer à ceux qui ne viennent pas ou à ceux qui ne payent pas. La modernisation, c'est vraiment l'avenir. C'est le gage d'une administration fiscale performante. La plateforme e-Syntax de la Direction générale des impôts s'inscrit dans le cadre de la modernisation des procédures de recouvrement de l'institution. Un appel est lancé aux grandes et moyennes entreprises de la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso à adhérer à ce nouveau service en ligne. Son lancement officiel est prévu pour le 12 avril prochain. À présent, place à notre chronique écho de ce lundi 26 mars 2018. Et le Fonds commun, encore une fois au centre d'une polémique, c'est l'hebdomadaire L'Économiste du Faso qui révèle dans sa parution de cette semaine que ces fameux fonds communs seraient illégalement octroyés depuis 2015. De quoi s'agit-il exactement? Les explications avec Rémi Lambert-Nébier. Une vingtaine de fonds communs et assimilés seraient octroyés au Burkina Faso. Mais quelles sont leurs incidences financières sur le budget de l'État? Difficile de les déterminer car aucune ligne budgétaire dans la loi de finances 2018 ne le précise. Un vice de procédure que l'État traînerait depuis 2015. Les directives de l'UEMOA sur justement la gestion budgétaire qui ont été intégrées dans notre ordonnancement national, qui a été intégré en 2015 sous la transition, justement dans le cadre de la mise en place de budget programmé. Et cette directive-là, justement, prévoit un certain nombre de principes dans la gestion du budget qui voudraient que, par exemple, des postes qui sont prévus pour telle activité n'aillent pas dans telle autre activité. Je précise, ce n'est pas qu'ils n'ont pas droit. Le problème, c'est est-ce que ça cadre avec la loi qui dit que ça doit être prévu par l'Assemblée et pouvoir être exécuté après. Parce que si vous avez suivi le ministre à l'Assemblée nationale, le ministre des Finances à l'Assemblée nationale disait que certains fonds communs sont gérés dans d'autres départements pratiquement à son insu, c'est pas elle qui gère ça. Ça veut dire que peut-être que ça passe pas à travers le canal budgétaire national,
Ça, c'est une question que je pose, ce qui est un peu surprenant. Si l'on se demande bien comment un tel manquement de procédure a pu subsister depuis 3 ans, le premier hebdomadaire économique burkinabé, lui, s'interroge sur qui devait veiller à son respect. Bon, c'est une fausse question parce que les concernés se connaissent. Comment on appelle ça, les députés doivent déjà interpeller le gouvernement sur ça et eux-mêmes ils doivent se poser la question sur comment ces fonds sont gérés pratiquement à leur insu. C'est parce que c'est l'Assemblée qui vote la loi qui consent l'impôt, qui adopte le budget, qui autorise souvent même les dépenses. Donc, déjà, je pense que cette question doit être tranchée au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai que tel que nous fonctionnons, enfin le Burkina fonctionne, et cette question ne peut pas être tranchée sans le gouvernement et sans aussi les acteurs concernés par le fonds commun. C'est pour ça que je parle de concertation. Il faut vraiment discuter pour voir comment on peut, entre guillemets, régulariser cette situation. La réflexion peut être poussée loin en s'interrogeant sur la sincérité du budget exigé par la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au Burkina Faso. Pour notre confrère, l'économiste du Faso, cette sincérité du budget est plus douteuse quand on sait que le gouvernement ne divulgue pas le contenu financier des protocoles d'accord signés avec les syndicats, alors que la loi 08-2013 AN du 23 avril 2013 précise que tout écart significatif entre une prévision budgétaire et les résultats effectifs correspondants font l'objet de justifications détaillées et explicites. D'autant plus que la loi 073-2015 CNT du 6 novembre 2015 interdit d'utiliser des crédits d'autres dépenses pour le personnel. Dans la commune de Tanguène-Dassouri, le maire entend faire du slogan « Zéro corvée d'eau » une réalité. Et ce sont des forages qu'il a décidé d'installer dans tous les villages de la commune. Safiatou Balima, Sandrine Zougouri. Le calvaire des populations de Tambété, une localité située à 25 km de la ville de Ouagadougou. Elles ne feront plus de longue distance pour se ravitailler en eau potable, et ce, grâce à la réalisation de forages qui commencent à prendre forme ce 23 mars à travers ce lancement officiel du démarrage des travaux. C'est un projet initié par la mairie de Tanguène-Dassouri, un soulagement pour les habitants de la circonscription. Tous les villages de Tanguène-Dassouri seront dotés en tout cas d'un forage. Donc le concept 59 villages, 59 forages est une réalité. Et au-delà de ça, sachez qu'on va aller plus loin que ça. Après les forages, il y a le concept de mise en place des différents AIPS multi-villages, multifonctionnels, qui vont permettre non seulement aux femmes, aux jeunes et à tous ceux-là qui veulent exploiter la terre, qui puissent réellement en profiter, et avoir des dividendes qui puissent leur permettre en tout cas d'avoir une vie beaucoup plus décente. On avait des difficultés d'accès à l'eau potable. Il fallait parcourir des distances pour se ravitailler. Mais avec le geste du maire, cela nous soulage. Nous veillerons à un bon entretien de ces forages. Avant, on souffrait énormément pour avoir de l'eau potable. Nous remercions le maire et l'encourageons à travailler davantage au profit de notre commune. Au total, 59 forages seront réalisés dans la commune de Tanguène-Dassouri au profit de ses habitants. L'entreprise ATI Alpha Technique International est chargée de construire 5 forages, dont celui de Tambété. Elle donne des garanties sur la qualité de son travail. Ce sont des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine, des pompes manuelles qu'on doit réaliser. À la qualité des travaux, on peut rassurer la commune et l'ensemble aussi de la population parce que Alpha Technique International est une société agréée en qualité d'eau potable FN3, U3. Donc la société aussi également a ses compétences et également aussi ses valeurs qu'on vient mettre en œuvre ici pour la commune. Le coût global de la réalisation de ces 59 forages s'élève à plus de 200 millions de francs CFA. L'objectif de la commune, c'est d'aboutir à zéro corvée d'eau.
Direction Bobo-Dioulasso, où la Semaine nationale de la culture bat son plein. Mais la fête a été quelque peu gâchée par une explosion mortelle qui s'est produite à la direction régionale des douanes tôt ce matin aux environs de 5h30. Une explosion qui a fait 2 morts. Le constat d'Arsène Konditamde. Il est environ 5h30 à Bobo-Dioulasso lorsqu'une bruyante explosion se fait entendre. L'explosion a eu lieu ici, à la direction régionale des douanes. La clôture de la direction a partiellement volé en éclats. Un véhicule du service et des engins à 2 roues partis en fumée. Le plus triste, 2 personnes sur les 3 qui étaient présentes sur les lieux au moment de l'explosion ont perdu la vie. Oui, 2 morts, l'agent qui était de permanence et celui d'ailleurs qui pouvait quand même nous dire ce qui s'est passé au juste, puisque à 18h j'étais là, mais il n'y avait pas de problème. Elle était gravement blessée quand on l'a amenée à l'hôpital. Elle a succombé des suites de ses blessures. Mais il y a une quand même qui a eu un projectile sur la tête, mais voilà, elle est en vie. Les responsables locaux de la douane sont formels. Leurs services n'ont pas fait de saisie récente de produits explosifs. Ce qui écarte selon eux la thèse de l'accident, comme tenterait de faire croire certaines rumeurs. La déflagration a eu lieu hors du bâtiment principal, ce qui fait penser à une action criminelle. Mes agents sont formels là-dessus. Hein. Il n'y a pas eu de saisie d'explosifs comme d'aucuns le disent. Non, on n'a pas. Et même notre magasin est intact, ça n'a pas été touché. Nous pensons qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui est venu déposer un engin explosif et c'est ce qui a provoqué ce que vous voyez là. À l'heure actuelle, seule l'enquête ouverte après l'explosion pourra permettre de reconstituer les faits. La survivante a été conduite à l'hôpital pour des soins appropriés et son pronostic vital ne serait pas engagé. Voilà, nous restons à Bobo-Dioulasso et nous ouvrons cette fois-ci notre page SNC, Semaine nationale de la culture. Malgré cet événement malheureux, Bobo-Dioulasso reste debout et entend faire de la SNC une réussite. Justement, aujourd'hui a eu lieu la conférence inaugurale sur le thème « La sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis ». Le compte rendu d'Alpha Thioye. La définition de la culture a souvent été sujette à controverse. C'est un terme assez galvaudé, utilisé de façon multiple, mais la définition la plus répandue qui fait office de définition officielle est celle de l'UNESCO. Elle définit la culture comme un ensemble de valeurs au service du vivre ensemble, à savoir que c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut bâtir les défenses de la paix, ce qui rend important le fait culturel. L'UNESCO définit la culture en ces termes. Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, c'est ce que nous célébrons actuellement pendant la Semaine nationale de la culture, les modes de vie. Vous avez le village des communautés, pour voir un peu les modes de vie des différentes communautés, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Le Burkina Faso est un pays culturel par essence. Environ 60 groupes socio-culturels se partagent le territoire national dans le respect des us et coutumes des uns et des autres. Une expression populaire traduit cet état de fait, à savoir « Nous sommes tous pareils, mais nous sommes différents ». La sauvegarde de ces valeurs culturelles revêt des enjeux et des défis fondamentaux. Les enjeux sont à la fois politiques, sociaux et culturels. Sur le plan politique, je dirais, sans dire textuellement ce qui a été contenu dans le document officiel, que la consolidation de la démocratie et de l'état de droit dans un contexte post-insurrectionnel nécessite la mise en œuvre de politiques publiques plus inclusives. Les politiques plus inclusives, c'est ce que je viens de dire tantôt, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de la culture à part, mais il faut que la culture soit à l'intérieur des politiques, mais aussi les politiques inclusives, cela veut dire qu'une politique qui tienne compte des minorités et qui ne laisse personne à la marge. Les politiques publiques. Alors, il faut qu'il y ait une réelle volonté pour la construction de l'identité nationale dans la sérénité et l'équité. Donc l'équité, c'est très important.
afin de créer un environnement favorable à la promotion des valeurs culturelles endogènes. Ça, c'est un enjeu. La politique culturelle, une politique culturelle audacieuse qui positionne la culture comme facteur essentiel de développement dans un espace mondial marqué par la montée d'un libéralisme agressif est un important enjeu. Parce que les défis, quant à eux, sont à la fois multiples et uniques. Le défi fondamental est de permettre aux valeurs culturelles de contribuer efficacement au développement endogène durable, à la construction de l'identité nationale, la promotion d'une citoyenneté responsable. Là, on voit que le défi, il est multiple, mais il est unique. C'est la construction de l'identité nationale, la promotion de la diversité culturelle, de la citoyenneté burkinabé, et tout cela peut influer sur un développement économique durable, développement durable. Au-delà de ce défi qui est fondamental et qui englobe tous les domaines, donc la vie sociale, il existe des défis liés à la gouvernance politique, y compris celles liées au patrimoine et à la cohésion sociale, à l'éducation, à l'enseignement, etc. Les normes sociales sont des cadres qui permettent... La pertinence du thème de cette 19e édition de la SNC est ici démontrée à la conférence inaugurale. Et les mots pour le dire ne sont pas de trop pour ces hommes de lettres et de culture qui y ont assisté. SNC toujours, les compétitions sportives vont débuter ce 26 mars et ce sont les lutteurs traditionnels qui ont ouvert les hostilités. Arsène Konditamde. Dans l'antre du stade Wobi ce 26 mars, les lutteurs se préparent à rentrer en scène. Quelques minutes après le lancement officiel de la compétition, les premières oppositions sont connues et placent alors à la compétition. Emmanuel Bonzé, ceinture bleue, est un lutteur venu du Naouri et pèse 65 kg, 10 de moins que son adversaire qui en fait 75. Pourtant, il lui a fallu moins de 2 minutes pour terrasser son courrier à son adversaire. Son secret, le travail et aussi l'expérience. Bon, je l'avais préparé pour gagner la victoire et pour avancer. Et je veux la victoire, le trophée pour amener au centre tout de suite. Oui, je suis très content pour gagner ce combat parce que son poids est de 75 et dessus de 65. Voilà. Urbenki, ceinture rouge, est un champion des régionales de la province du Boulkembi. En cette matinée, il affronte un lutteur venu de la boucle du monde. Pour venir à bout de son adversaire, il lui aura fallu de la ruse, de la patience et naturellement de la force. Bon, il n'y a pas d'adversaire qui n'est pas à l'auteur parce que tout le monde a fait les éliminatoires avant de venir. Tout le monde est à hauteur ici, il n'y a pas d'amusement. Seulement c'est le sérieux et puis la patience qui gagne la victoire. Voilà. Sincèrement, bon, je suis très heureux d'avoir apporté la victoire. Et je préfère aussi que ça soit comme ça. Je peux dire que ça continue comme ça. C'est lancé pour moi. Pour cette édition comme les précédentes, la lutte traditionnelle et le tir à l'arc sont les deux sports en compétition. Au-delà des récompenses qu'il y a à la clé, ces sports sont surtout des richesses de la culture burkinabé qu'il ne faut pas perdre. La lutte traditionnelle, comme son nom l'indique, véhicule des valeurs culturelles. Comme on a l'habitude de le dire, c'est des activités qui nous avons tous connues depuis notre enfance. Elles n'ont pas été, si je puis me permettre, importées. C'est des activités propres au quotidien de l'Africain et je dirais du Burkinabé. À cette 19e SNC, 177 lutteurs sont en compétition à Bobo-Dioulasso pour repartir avec le Saint Graal. 2 catégories sont retenues et la compétition se déroule sur 72 heures. Qui sera le prochain vainqueur de cette édition? Rendez-vous le 28 mars prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision BF1. Tout à l'heure à 21h, ça sera votre émission de sport préférée, le Sport Time avec John William Somda. Demain 13h, Abdourazak Traoré pour l'édition de la mi-journée. Et puis à 19h30, je vous retrouve pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.